Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 5 creepypastas inédites dans des hôpitaux abandonnés. La chambre 313. Je m'appelle Julien et je suis vigile de nuit. Ce soir-là, mon collègue Marc ne s'est pas présenté. On m'a envoyé seul surveiller le chantier de rénovation de l'ancien hôpital Sainte-Croix, fermé depuis 20 ans. Le bâtiment sentait l'humidité et le formol. Ma lampe torche balayait des couloirs jonchés de lits rouillés et de dossiers médicaux pourris. Rien d'anormal, m'avait-on dit, juste des rondes de routine. Vers minuit, un bruit. Un grincement de roulettes, lent, régulier, venant de l'aile psychiatrique condamnée. J'ai vérifié le plan. Cette aile n'existait même plus sur les registres officiels. Elle avait été murée en 1998. Pourtant, une porte entr'ouverte m'attendait au bout du couloir. Une porte qui n'aurait pas dû être accessible. La chambre 313. À l'intérieur, un lit à sangles encore installé, comme figé dans le temps. Sur le mur, des griffures profondes formaient un mot. « Regarde ». J'ai entendu la voix de Marc derrière moi, faible, suppliante. « Julien, aide-moi ». Je me suis retourné, mais le couloir était vide. La voix venait de sous le lit. Je me suis approché, le cœur battant, et j'ai soulevé le drap qui pendait jusqu'au sol. Rien, juste de la poussière. Puis mon talkie-walkie a grésillé. La voix du gardien de nuit à l'accueil. « Julien, t'es où? Ça fait 3 heures que t'as pas répondu. » 3 heures? Je venais d'entrer. J'ai voulu sortir en courant, mais le couloir s'était allongé, démultiplié. Une infinité de portes identiques. Sur chacune, un numéro différent. 312, 311, 310, jusqu'à ce que j'arrive devant une porte marquée 001. Je l'ai ouverte. C'était le hall d'entrée de l'hôpital. Normal. Sauf qu'à l'accueil, assis sur une chaise, un vigile en uniforme m'observait. Il avait mon visage. Il a souri et m'a dit « Enfin la relève. Ça fait 20 ans que j'attends. » Et il a disparu en poussière devant moi, comme les dossiers médicaux du couloir. Le lendemain matin, les ouvriers m'ont retrouvé assis sur cette même chaise, hagard, incapable de dire mon nom. Sur mon badge, la date d'embauche avait changé. 1998. Et personne, non personne, n'a jamais retrouvé Marc. Le protocole Lazare. En 1962, l'hôpital militaire de Vermoise fermait ses portes officiellement pour restructuration budgétaire. La vérité, enterrée dans des archives classifiées, était tout autre. Le docteur Ferrand y menait le protocole Lazare, ramener les morts à la vie grâce à un sérum expérimental injecté directement dans le tronc cérébral. Sur 12 cobayes, 11 étaient morts dans d'atroces souffrances. Le 12e, un soldat nommé Antoine Reyes, avait ouvert les yeux, ou plutôt rouvert les yeux. Mais Reyes ne parlait plus, il ne dormait plus. Il se contentait d'observer, immobile, les autres patients, jusqu'à ce qu'ils meurent un par un sans raison apparente. Le personnel jura que Reyes se tenait près d'eux juste avant, murmurant des mots dans une langue inconnue. Ferrand comprit trop tard. Il n'avait pas ramené Reyes à la vie. Il avait ouvert une porte et quelque chose d'autre était entré par ce corps vide. L'hôpital fut évacué en urgence, muré, rayé des cartes.
Le dossier de Reyes ne fut jamais retrouvé et fut classé détruit. 60 ans plus tard, une équipe de youtubeurs pénètre dans les ruines pour un tournage. Ils filment des couloirs éventrés, des tables d'opération rouillées. Dans le sous-sol, ils trouvent une salle scellée, une porte blindée avec un verrou à code intact. Le code, gravé juste à côté. 12-6-1962, la date du dernier essai. Ils finissent par ouvrir la porte, caméra à la main. À l'intérieur, un corps parfaitement conservé, allongé sur une civière, comme endormi depuis 60 ans. Aucune décomposition, pas un grain de poussière sur le corps, alors que tout le reste de la pièce en est recouvert. L'un des youtubeurs s'approche pour filmer de plus près. Les yeux du corps s'ouvrent d'un coup. La caméra continue de tourner, posée par terre, après que tout le monde a fui en hurlant. Elle capte une dernière image avant que la batterie ne meure. Le corps, assis sur la civière, qui tourne lentement la tête vers l'objectif et sourit. La vidéo a été postée 3 jours plus tard sur la chaîne du groupe. Par qui? Personne ne le sait. Les 5 youtubeurs n'ont jamais reparu. La vidéo a depuis été supprimée, mais des copies circulent encore. Et ceux qui l'ont regardée jusqu'au bout jurent tous avoir entendu, dans le bruit de fond, un murmure répétant leur propre prénom. Pavillon 7. Extrait du journal d'Emma Castel, infirmière, dernière entrée datée du 4 novembre. Ça fait 3 nuits que je travaille au pavillon 7, l'aile réservée aux patients en fin de vie. 3 nuits que j'entends compter derrière la porte du fond. Une voix d'enfant qui égrène les numéros des chambres. 1, 2, 3, jusqu'à 7. Puis la voix recommence. Le pavillon 7 n'a que 6 chambres. Il n'y a jamais eu de 7e porte. Sauf que ce soir, en faisant ma ronde, je l'ai vue. Au bout du couloir, une porte en bois massif, différente des autres, avec un petit hublot rond. J'ai regardé à travers. Une fillette en blouse d'hôpital, assise par terre, qui coloriait avec un crayon rouge. Sauf qu'elle ne dessinait pas sur du papier. Elle dessinait sur ses propres bras, des lignes profondes, en riant doucement. Elle a levé les yeux vers moi et m'a fait signe d'entrer. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai couru prévenir ma collègue Sabrine. Elle m'a regardé bizarrement et m'a dit « Emma, le pavillon 7 est fermé depuis 1987. Un incendie. 7 enfants morts asphyxiés dans la chambre du fond. Une chambre en trop qui avait été ajoutée illégalement pour loger des patients supplémentaires. 7 enfants. 7 chambres. Et pourtant, une seule porte au bout du couloir aujourd'hui. » Je suis retourné voir, mais la porte avait disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. Cette nuit, en rentrant chez moi, j'ai trouvé dans mon sac une feuille que je n'y avais pas mise. Un dessin d'enfant au crayon rouge. Un hôpital, 6 fenêtres ouvertes, et une 7e dessinée plus loin, complètement noircie. Au dos, une phrase écrite d'une écriture enfantine. « Merci d'être venu nous voir. À demain, Emma. » Le journal s'arrête là. Emma Castel a été portée disparue le lendemain matin. Son dernier pointage indique qu'elle est rentrée dans l'hôpital à 22h03 et elle n'en est jamais ressortie. Le pavillon 7, lui, ne comporte officiellement toujours que 6 chambres. Patient 0. L'hôpital Notre-Dame-des-Fièvres a fermé en 1974, officiellement à cause d'un défaut de financement. Le rapport interne, déclassifié en 2019, raconte une autre histoire. Cette année-là, un patient admis pour une simple grippe développa des symptômes inconnus. Peau grise, température corporelle à 41 degrés en continu, et surtout, une capacité à prédire, heure par heure, la mort des autres patients à l'étage.
Le personnel le surnomma « Patient Zéro ». Personne ne connaissait son véritable nom. En 10 jours, il contamina sans aucun contact physique prouvé 14 autres malades. Chacun développa les mêmes symptômes avant de mourir dans son sommeil. Les yeux grands ouverts, un sourire figé sur le visage. L'armée intervint. L'étage fut scellé au béton. Le personnel reçut l'ordre de ne jamais en reparler sous peine de poursuites judiciaires. En 2023, un groupe d'urbex spécialisé dans les lieux abandonnés reçoit une autorisation exceptionnelle de la mairie pour documenter le site avant sa démolition. Parmi eux, Léa, une jeune photographe, découvre une fissure dans le mur de béton de l'étage scellé. Elle l'élargit à la baramine contre l'avis du groupe pour le meilleur cliché de sa carrière. De l'autre côté, une chambre intacte, comme figée en 1974. L'équipe y trouve un lit occupé par une silhouette immobile sous un drap. Le drap se soulève lentement, une main grise en émerge. Le reste de l'équipe fuit. Mais Léa, elle, reste, fascinée, son appareil photo braqué sur la scène. Le dernier cliché retrouvé sur sa carte mémoire, récupéré des semaines plus tard dans les décombres du bâtiment démoli entre-temps, montre un visage flou, gris, penché tout près de l'objectif, la bouche entr'ouverte comme pour murmurer quelque chose. Léa n'a jamais été retrouvée. Mais un mois après sa disparition, dans un tout autre hôpital à 300 km de là, une patiente admise pour une grippe banale s'est mise à prédire, avec une précision troublante, l'heure de décès de ses voisins de chambre. Et le personnel a surnommé cette patiente le patient zéro. La dernière ronde. Je fais ce métier depuis 12 ans. Agent de sécurité pour des sites désaffectés avant démolition. J'en ai vu des hôpitaux abandonnés. Aucun ne m'a jamais fait peur. Jusqu'à celui-là. L'hôpital Saint-Aubin, en périphérie de la ville, fermé après un scandale sanitaire dans les années 90. Ma mission, 3 nuits de garde avant le début des travaux de démolition prévus lundi matin. Première nuit, rien. Deuxième nuit, des pas dans les étages supérieurs que j'attribue à des sans-abri. Troisième nuit, la dernière, je décide de monter vérifier pour la forme. Au deuxième étage, je découvre une salle commune éclairée par une seule ampoule qui clignote. Des lits alignés, tous occupés par des patients immobiles, reliés à des machines qui pourtant ne sont plus branchées à rien. Je m'approche du premier lit. Le patient a les yeux fermés mais respire. Le second pareil, le troisième aussi. Une dizaine de patients, oubliés ici depuis des décennies, vivants, en état de coma profond, dans un hôpital que tout le monde croyait vide. J'appelle immédiatement les secours. Pendant que j'attends, je fais l'appel des chambres avec ma lampe pour vérifier qu'il n'y a personne d'autre. Chambre après chambre, vide, vide, vide. Puis, j'arrive à la dernière chambre du couloir. Un lit occupé, une silhouette sous les draps. Je m'approche et découvre avec horreur mon propre visage, mais vieilli de plusieurs décennies. Relié à une perfusion, une étiquette au poignet portant mon nom et une date de naissance identique à la mienne. Je recule, terrifié, mais une main agrippe mon bras. C'est le moi du lit, réveillé, qui chuchote d'une voix rauque « Ne les laisse pas te réveiller, c'est mieux ici. On ne vieillit pas, on ne meurt pas, on rêve juste. Rendors-toi. » J'ai voulu fuir, mais mes jambes ne répondaient plus. La pièce s'est mise à tourner, les murs à se dissoudre. Et je me suis réveillé dans mon lit, chez moi, en sueur, persuadé que tout cela n'était qu'un cauchemar. Sauf qu'à mon poignet gauche, un bracelet d'hôpital est resté attaché. Dessus, mon nom,
ma date de naissance et une date d'admission. Demain. Les secours n'ont jamais retrouvé personne dans cet hôpital. Le bâtiment a été démoli comme prévu lundi matin, avec, selon les registres officiels, personne à l'intérieur. Alors pourquoi, chaque nuit depuis, je me réveille un peu plus tard, avec de moins en moins de souvenirs de ma propre vie?